Le bilan de la dernière journée, on a maintenant 94 cas de personnes qui sont infectées au coronavirus. Donc, c'est une augmentation de 31 par rapport à la journée précédente. Parmi ces personnes, il y en a 6 qui sont hospitalisées, dont 4 aux soins intensifs. Malheureusement, on a un premier décès au Québec. C'est une personne âgée qui vit dans Lanaudière. Je veux évidemment transmettre toutes mes sympathies à la famille et aux proches de cette personne. Je veux aussi vous dire que toutes les mesures ont déjà été prises pour retracer toutes les personnes qui ont été en contact avec cette personne qui est décédée. On a actuellement 3600 personnes qui sont sous investigation, 5200 qui ont eu un résultat négatif. Maintenant, on va augmenter aujourd'hui notre capacité à 3000 tests par jour et d'ici vendredi, on va augmenter à 5000 tests par jour. Et on a assez d'équipements, incluant les écouvillons et toute la capacité d'analyse des laboratoires pour augmenter donc ce nombre de tests. Vous dire aussi, je sais qu'il y a eu des délais d'attente qui étaient un peu longs au 811. Aujourd'hui, on passe de 400 à 450 infirmières qui répondent au 811 et on va en ajouter 150 infirmières de plus demain pour répondre au 811. Mais je veux demander aux Québécois, là, être bien clair, de commencer par appeler au 1-877-644-4545 et les cas qui nécessitent de parler avec une infirmière pour un test vont être transférés du 877 au 811. Donc, c'est important là, que tout le monde appelle le 1-877. Je comprends qu'une fois qu'il y a un transfert au 811, il y a eu, et puis il y a encore des délais qui peuvent être longs, mais comme je vous dis, on passe de 400 à 450 infirmières juste pour répondre au 811, puis demain, on en ajoute 150. Il faut prendre quelques jours pour former ces personnes-là. Bon, évidemment, il faut regarder les choses en face. C'est certain que le nombre de personnes infectées augmente. Il faut être prudent quand on regarde la progression parce que, étant donné qu'on fait plus de tests, c'est normal qu'il y ait plus de personnes infectées, mais je peux vous dire là, que les mesures qu'on a mises en place au cours des derniers jours, ça fonctionne. Ça ralentit la progression du virus. Donc, il ne faut pas baisser la garde. On va, au cours des prochains jours, regarder s'il faut ajouter à ces mesures. Mais, bon, je veux peut-être revenir sur les rassemblements, pas de rassemblements, incluant tous les lieux de culte. C'est important de le préciser. Puis, bon, je veux aussi dire aux personnes qui nous écoutent, je comprends qu'il y en a qui peuvent être inquiètes, angoissées. C'est normal là, d'avoir de l'anxiété. Mais je pense entre autres aux personnes âgées qui sont seules à la maison. Il n'y a aucun risque de contracter le virus si vous êtes seul à la maison, si vous ne rencontrez pas d'autres personnes. Donc, je veux juste le répéter. Je veux dire aussi à tous les Québécois que notre réseau de la santé est prêt. On a actuellement 6 personnes qui sont hospitalisées, mais on a, en retardant certaines chirurgies, on a actuellement 2300 lits qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'on est capable de passer de 6 à 2300. Là. Donc, il y a toute une marge là, avant de penser que le système de santé soit congestionné. Puis, on peut augmenter, Daniel le disait hier, on pourrait délester jusqu'à 6000 lits pour
accueillir les personnes qui auraient éventuellement le coronavirus. Donc, je veux vous dire, là, on a la capacité en lit, on a toute la capacité aussi en équipement pour les prochains jours, les prochaines semaines. Puis je peux vous dire, là, je parle à beaucoup de gens du réseau de la santé, le personnel soignant est plus mobilisé que jamais et prêt si la situation s'accélère dans les prochains jours. Là, le réseau de la santé est très prêt. Et puis, encore une fois, merci à nos anges gardiens, là, mais ils sont là. Si jamais la situation s'accélère davantage au cours des prochains jours, le réseau, puis le personnel, nos anges gardiens sont prêts. Bon. Je comprends qu'il y a certaines inquiétudes chez les travailleurs qui continuent de travailler. Par contre, c'est important que la société continue de fonctionner, qu'on continue à produire les biens, les services, surtout ceux qui sont plus essentiels. Donc, on a des bonnes discussions avec le docteur Arruda à cet effet-là. Ça se peut que les consignes ajoutent des fermetures au cours des prochains jours, mais pour l'instant, on a besoin de vous autres. Là. Donc, je veux lancer aujourd'hui un message à tous les travailleurs, travailleuses. Faites attention à vous. Restez toujours à 1 ou 2 mètres des autres personnes, de vos collègues de travail. Bon, maintenant, j'ai vu tantôt les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement fédéral. Je suis content de voir ces mesures. C'est une bonne nouvelle. On va aider les individus. Le gouvernement fédéral va aider les entreprises. Et le gouvernement fédéral a réussi à avoir une entente avec le gouvernement américain pour que les personnes ne circulent plus à la frontière. Ça inclut évidemment les touristes, tout en ménageant les biens. Il faut que les biens continuent de circuler. Puis le gouvernement américain est d'accord avec ça. N'oublions pas qu'on est encore en hiver, donc beaucoup de fruits et légumes qui viennent des États-Unis, beaucoup de médicaments qui viennent des États-Unis. Donc, ça, c'est sous contrôle, mais on n'aura plus de touristes américains qui vont entrer au Québec. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. On a eu une rencontre ce matin avec Chrystia Freeland puis les premiers ministres de toutes les provinces. Donc, on a eu l'occasion de partager des mesures, des situations. On a continué à discuter d'économie. Je pense qu'il y a un bon travail qui se fait par toutes les provinces, puis le gouvernement fédéral. Je veux bien sûr remercier hier tous ceux qui ont répondu à mon appel, donc les artistes, les sportifs, j'oserais dire même les humoristes, même ceux qui se sont moqués de moi. Ça fait du bien de rire, je peux vous dire ça. Et puis, continuez les messages. Il faut continuer à rejoindre le plus possible tous les Québécois, incluant les jeunes, puis de dire d'être prudent, puis de ne pas faire de rassemblement. Donc, je veux sincèrement vous remercier. J'ai été impressionné par la solidarité, là, puis j'étais chez moi hier soir, là, très content de voir ça sur les médias sociaux. Donc, un énorme merci. Donc, je termine en vous disant, chaque geste compte pour ralentir la propagation du virus. Chaque geste peut sauver des vies. Donc, soyons prudents, il faut en faire plus que moins. La bataille va être dure, la bataille va être longue, elle fait juste commencer, mais je suis convaincu qu'ensemble, on est capable de la gagner, cette bataille. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Pour la période de questions, on dispose d'une période d'environ 30 minutes. On va commencer avec Alain Laforêt, TVA. Bonjour. La personne qui est décédée, est-ce que c'est quelqu'un qui rentrait de voyage ou on parle de contamination communautaire? Bon. Je vais laisser M. Arruda. Vous allez comprendre là, qu'on veut être prudent parce qu'on ne veut pas faire paniquer personne. Donc, je vais laisser M. Arruda. Premièrement, vous comprendrez que j'ai une très, très grande préoccupation en lien avec la confidentialité. Quand on nomme des histoires comme ça, puis probablement que ça va fuir ou ça va sortir dans les médias, mais
C'est une personne qui, d'un certain âge, qui vivait dans une région, là, la Naudière, on va le dire, et qui aurait été en contact avec des gens qui auraient fait des voyages. Donc, puis après ça, il faut que vous compreniez qu'après ça, nous, dès qu'on a un cas, il y a toute une investigation qui est faite. Il y a un milieu, le milieu où était la dame est investigué, les contacts, l'histoire précise des déplacements de la dame, mais aussi des visiteurs qu'elle aurait pu avoir, des soignants, etc., est faite. Et ça devient à ce moment-là... L'information, je pense, qui est pertinente ici à vous dire, c'est que ça peut exister. Et d'ailleurs, c'est arrivé. Et on savait qu'on aurait ça. On savait aussi que ça pouvait atteindre des personnes âgées surtout, et c'est ce qui se démontre. Donc, on est là. Et on n'est pas encore en transmission active dans la communauté. Il faut comprendre qu'il est possible, ça va arriver, je l'ai déjà dit hier, qu'il va y avoir des cas qui ne vont pas avoir voyagé, mais qui vont avoir été en contact avec des voyages. Il va y avoir des cas, et c'est encore normal, de 2 personnes qui ont attrapé la maladie, mais on n'a pas trouvé d'où vient la source. Mais pour parler de transmission communautaire soutenue, on n'en est pas là. Ça prend 3 générations de cas. Bon, il y a des façons de faire, puis ça peut être différent, par exemple, dans une ville versus une autre. Puis ce que je trouverais à vous dire, c'est très important. Le premier ministre a dit que c'est une bataille qui va être longue et dure, mais il ne faut pas lâcher. Au contraire, je tiens à vous le dire, là, il ne faut surtout pas, puis j'ai véritablement parlé à mes équipes de santé publique, même si ça va être très demandant d'appeler chacun des cas et des contacts, même s'il faut faire 200 appels autour d'un cas par jour, on va mettre les ressources nécessaires pour vérifier si les gens font dans la température et prendre des mesures. On est encore dans la bataille au cas à cas, je tiens à le mentionner. Et les mesures qu'on met en place de la population sont très importantes aussi pour nous aider à maintenir ça le plus longtemps possible. C'est avec ça qu'on va retarder, aplatir la courbe. Donc, je vous demande véritablement, comme le premier ministre, de continuer la bataille. Et il faut comprendre qu'une mesure qu'on met en place, ça ne veut pas dire que tout le monde le fait le premier jour, mais il y en a qui retardent. Puis s'il y en a qui retardent trop, on verra ce qu'on fait. Mais ça prend 12 jours avant de voir l'effet sur la courbe. Donc, c'est pas parce qu'on va voir demain probablement une quantité X. J'ai un chiffre en tête que je ne mentionnerai pas, parce que je regarde les hypothèses et les scénarios. J'ai un chiffre en tête pour demain. Ça ne veut pas dire que parce que demain, on aura plus de cas qu'aujourd'hui, ou une quantité plus grande en termes d'augmentation par rapport à hier, qu'on a perdu la bataille. C'est très important, donc, que les mesures qu'on met en place, qui sont très contraignantes, et on le sait, sont nécessaires encore. C'est pas parce que maintenant, on va avoir des cas en augmentant qu'il faut se dire c'est le temps de lâcher. C'est le temps d'aller encore plus loin. Et j'exhorte tous ceux qui entendent nos messages de faire leur possible. J'aimerais dire aussi, il faut arrêter aussi de fonctionner comme habituellement. Je vais vous donner un exemple. Peut-être d'arrêter d'utiliser l'argent comptant qui peut être contaminé. Prenez plutôt vos cartes de crédit à débit. Faites-vous livrer des choses, si vous pouvez, plutôt là, en termes de commandes, que de se déplacer, particulièrement quand on est une personne à risque. Puis, dans les faits aussi, ce que je veux vous dire, c'est que je veux remercier tous les gens, toutes les personnes âgées qui font des sacrifices en écoutant nos consignes. On a tous besoin d'être proches de nos personnes qu'on aime. Moi, je suis séparé de ma famille, mais c'est pas le temps parce que, justement, ce comportement-là peut entraîner des contaminations. On peut contaminer quelqu'un sans le savoir, particulièrement si on est asymptomatique. Et les gens qui reviennent de voyage, je vous le dis, même si vous pensez que vous ne l'avez pas, c'est très important de s'auto-isoler. Si jamais vous avez des symptômes, allez consulter. N'allez pas contaminer nos personnes à risque. On ne le répétera pas assez. Aussi, pensez pas que les masques, c'est une solution miracle. Ce qui est important, c'est l'étiquette respiratoire si on est malade pour ne pas contaminer les autres, et c'est l'hygiène des mains. Porter un masque, c'est mettre à sa main souvent pour ajouter le masque et on se contamine. Les masques, c'est pour le système de soins où il y a des protocoles pour les mettre, des protocoles pour l'enlever. C'est aussi la même chose avec les gants. Quand on porte des gants qu'on a touchés à tout, si on ne l'enlève pas adéquatement, on se contamine. Le gant ne remplace jamais le lavage de mains, même en unité de soins. C'est difficile à comprendre, mais soyez assurés. Et on doit maintenir nos masques pour protéger les personnes malades qui pourraient contaminer d'autres,
c'est-à-dire les empêcher de contaminer d'autres et protéger nos travailleurs de la santé. Les autres, je ne porte pas de masque, je lave mes mains. Je lave mes mains et si je suis malade, je ne viendrai pas ici, je ne contaminerai pas le premier ministre ici qui a besoin d'être ici pour contrôler le bateau. C'est pour ça qu'on se lave les mains. On ne se lave pas les mains de la situation, on se lave les mains parce que c'est ce qui peut sauver des vies. Merci. Qu'en est-il des recommandations pour le personnel soignant qui est enceinte, les gens qui sont enceintes actuellement dans le réseau de la santé? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des consignes? Et pour ceux aussi qui vont à domicile, il y en a beaucoup qui vont à domicile, encore qui font du porte-à-porte. Le 13 mars 2020, bien, on a demandé l'avis à l'Institut bien avant ça, mais le 13 mars 2020, sur le site de l'Institut national de santé publique, vous verrez les recommandations qui sont encore effectives. Il faut voir que ces recommandations peuvent évoluer selon l'état de l'épidémiologie locale. Actuellement, même si la femme enceinte n'est pas nécessairement plus à risque de complications ou que ce n'est pas un tératogène, ça veut dire que ce n'est pas un virus qui crée des cancers, en tout cas, la connaissance des malformations, la fièvre chez la femme enceinte est un phénomène qui peut entraîner par elle-même de cette infection ou l'autre des éléments. Donc, dans le contexte actuel de non-circulation du virus dans la communauté, par contre, en milieu de soins, les femmes enceintes, on ne veut pas les exposer à des endroits où il y a eu du COVID-19. On peut les réaffecter dans l'hôpital à un autre endroit comme tel, parce que c'est à l'urgence qu'on peut les réaffecter à l'urgence. Il y a des... Donc, dans les fonds, le principe général, si je peux résumer, puis ceux qui veulent avoir des détails, allez sur le site de l'Institut, vous allez avoir les conditions. Là. On ne veut pas que des femmes enceintes fassent le ménage d'une chambre. Par exemple, une travailleuse qui fait le ménage d'une chambre où il y a eu un patient de COVID-19. On ne veut pas qu'un préposé aux bénéficiaires enceintes rentre dans une chambre où il y a du COVID-19. On ne veut pas qu'une femme enceinte, infirmière, donne des soins à un patient atteint de COVID-19, mais elle peut encore donner des soins selon les autres protocoles de retrait préventif. Donc, on n'expose pas en milieu de soins, même, par exemple, si quelqu'un décède du COVID-19, on ne veut pas qu'un thanatologue enceinte vienne manipuler un corps qui est atteint de COVID-19. C'est de la prévention prudente, parce que même si la femme enceinte attrape la maladie, elle n'est pas à risque comme les personnes âgées, mais on ne prend aucune chance. Ça peut changer, advenant le cas qu'il y a une situation où il y a une circulation intensive qui ferait qu'il pourrait y avoir des gens porteurs dans tout l'hôpital, la chose pourrait évoluer. Et donc, actuellement, on n'expose pas nos femmes enceintes à des zones où on pense qu'il y a eu du coronavirus ou qu'il y a du coronavirus et après où il y a eu un patient qui est avec du coronavirus. Non, pour ceux qui sont à domicile. Non, Hugo Lavallée, Radio-Canada, merci. Ceux qui sont à domicile, si c'est pour aller donner un soin à quelqu'un qui a du coronavirus, c'est pas le cas. Par contre, il peut y avoir les autres conditions, là, les éléments de retrait préventif que je ne veux pas discuter ici, là, tout dépendamment de la quantité de transport, si c'est très loin en termes automobiles pour se rendre. Là. Mais ça, c'est géré comme d'habitude. Concernant la personne décédée, est-ce qu'on peut savoir si c'est une personne qui était dans une résidence pour personnes âgées, un CHSLD, par exemple? Est-ce que elle était dans un établissement pour personnes âgées. Je ne veux pas cibler la catégorie, si vous me permettez. Puis c'était quelqu'un qui avait des facteurs de risque importants aussi antérieurement. Puis les gens qui revenaient de voyage avaient des symptômes là, quand ils l'ont rencontré, c'est ce qu'on comprend? Vous comprenez que j'ai appris qu'il y a eu un décès il y a à peu près moins de 2 heures. Et je sais qu'elle a eu une exposition à quelqu'un qui revenait de voyage. Mais est-ce que la personne qui est exposée avait des symptômes ou pas? Je ne suis pas en mesure de répondre à ça. Mais de toute façon, si elle avait des symptômes, ça pourrait arriver que c'est avec du monde qui n'a pas de symptômes. C'est pour ça qu'on a décidé, de façon difficile, d'empêcher les visites dans les centres d'accueil pour personnes âgées, parce qu'on veut, comme disait Mme Blais, on veut protéger ceux qu'on aime. Puis on sait qu'on demande un sacrifice, puis qu'on change ce qu'on dit habituellement. Mme Blais dit toujours « Allez voir vos personnes âgées, allez voir vos personnes âgées ». Mais la situation est assez sérieuse. C'est une question de vie ou de mort. Monsieur Legault, concernant la question des frontières, donc on comprend que vous êtes satisfait de ce qui a été annoncé ce matin par Justin Trudeau. Il y a des gens, par contre, qui s'inquiètent des déplacements interprovinciaux, dans la mesure où il y a des provinces qui sont beaucoup plus touchées que d'autres. On pense à la Colombie-Britannique, il y a des vols entre Montréal et Vancouver qui sont maintenus. Est-ce qu'il y a lieu d'apporter des restrictions à ce type de circulation-là? Et toujours sur le même thème, êtes-vous inquiet du fait que des demandeurs d'asile continuent d'entrer au pays via le chemin Roxham? Oui.
Pour l'instant, on ne veut pas empêcher la circulation entre les provinces, mais ce n'est pas impossible qu'on le fasse éventuellement. Pour l'instant, on ne pense pas que c'est nécessaire. Concernant le chemin Roxham, c'est pas acceptable. On ne peut pas laisser entrer de façon illégale des gens sans au moins les mettre en quarantaine. Donc, j'ai déjà discuté à quelques reprises de ça avec le gouvernement fédéral. Olivier Bossé, Le Soleil. Vous dites que vous avez tout le matériel. Pourtant, le laboratoire hier a émis une lettre disant que les écouvillons, il fallait les économiser. M. Arruda a dit allons-y, utilisons les masques le moins possible. Donc, les gens peuvent avoir l'impression qu'il va y avoir une pénurie de matériel. Oui, bien écoutez, ça a fait partie des discussions justement avec les premiers ministres des différentes provinces. Ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est d'estimer le pic, le moment où on va atteindre le pic, là, où il y aura le plus de personnes qui sont infectées, qui ont besoin de soins. C'est pas une science exacte, et puis je pense qu'il y a autant de réponses que de premiers ministres là, au Canada. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est de prévoir d'avoir assez d'équipements pour le pic. Donc, il y a des commandes qui s'en viennent et puis on est confiant d'être capable de passer au travers. Mais le matériel qu'on a actuellement, là, il n'y a pas d'inquiétude pour les prochains jours, même les prochaines semaines. Mais quand arrivera le pic, est-ce que ça sera dans 1 mois, dans 2 mois? Bien, c'est ça qu'on essaye de travailler actuellement. On n'exclut rien, là. Même commencer à ce qu'on regarde dans les pires scénarios, est-ce qu'on peut, avec des chercheurs puis des entreprises manufacturières, en faire nous-mêmes certains des équipements. Mais c'est pas pour les prochaines semaines. Il n'y a pas de problème dans les prochaines semaines. Mais ça pourrait arriver, dépendamment du scénario qui est envisagé. Mais il n'y a pas de problème là, d'écouvillons dans les prochaines semaines. Et au rayon de peut-être des bonnes nouvelles, ça fait 3 semaines, je crois, le premier cas au Québec. Est-ce qu'il y a des gens qui sont guéris du coronavirus au Québec? L'information que j'ai, parce que vous comprendrez que même si on les sait guéris, on veut avoir la confirmation de 2 tests de laboratoire négatifs à un certain intervalle. On a une personne à date qui est guérie. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Est-ce que vous songez, compte tenu de la réalité qu'on connaît, là, un premier décès d'une personne qui a été contaminée par une autre personne, est-ce que vous songez à des restrictions encore plus importantes sur la circulation des gens? On pense, entre autres, à une quantité de personnes limite dans certains commerces, comme les épiceries, par exemple. Actuellement, on n'exclut rien. Donc, à chaque jour, on se pose la question sur les commerces. Bon, c'est certain que un service qui est essentiel, c'est la nourriture. Bon, puis il y a certaines épiceries, même dans des centres d'achat. Donc, c'est sûr que la dernière affaire qu'on veut toucher, c'est tout ce qui concerne la nourriture. Mais est-ce qu'il y a d'autres commerces, d'autres sortes d'entreprises à qui on pourrait exiger de fermer? Il ne faut pas exclure ça. Et est-ce que vous avez dit tout à l'heure de prendre au sérieux l'appel à limiter les rassemblements? Est-ce qu'il pourrait y avoir une forme de contrôle éventuellement de ces rassemblements-là et peut-être même des sanctions? Ouais. Bien, comme je l'ai dit hier, c'est pas notre choix premier. Moi, ce que je veux, c'est de la sensibilisation. Puis honnêtement, là, ça a beaucoup aidé ce que les artistes, les sportifs, les humoristes ont fait hier. On a senti, puis là, j'ai eu beaucoup d'échos très positifs. Je pense qu'il y a des gens qui ne prenaient pas ça au sérieux, qui prennent ça au sérieux. Évidemment, ce qui nous arrive aujourd'hui, je vais juste répéter ce que dit le docteur Arruda. On a une personne âgée qui est décédée, qui a peut-être rencontré quelqu'un qui avait voyagé. Donc, tu sais, si on avait besoin d'une preuve là, de la gravité de la situation, bien, on l'a. Là. Charles Cavalier, Le Journal de Québec. Bonjour. Pardon, excusez-moi. À quel moment est-ce qu'on va commencer à voir, à votre avis, là, les fruits de notre effort collectif d'éloignement social dans cette fameuse courbe-là? Est-ce que vous avez une idée?
Je l'ai dit tantôt, c'est à peu près à la 12e journée. Là, autour de la 12e journée, là, ce sont des estimés. Discuter avec des experts qui me conseillent puis que je vois par rapport au phénomène de courbe, parce qu'il faut ralentir. Puis ça dépend aussi beaucoup de la quantité de personnes qui vont adopter. Est-ce que 50 des gens ont fait ce qu'on a dit ou juste 25? Est-ce que c'est localisé à des endroits ou pas? C'est pour ça qu'il va falloir que nous, on va commencer à faire des mesures de l'implantation. Je pense que l'approche que prend le Québec, c'est une approche de convaincre avant de contraindre. Puis je pense qu'il faut convaincre pour que la majorité des gens le fassent, parce que quand on contraint d'emblée, on peut avoir des effets pervers en termes de société. Les comportements psychosociaux des populations sont très divers. Donc, on convainc les majeurs, on convainc des leaders maintenant à passer le message, hein, parce que c'est pas Dr. Agda qui a un gros trip là, d'enfermer le monde à la maison. Ça a des conséquences sur ma propre vie personnelle. Hein? Donc, je pense que on va donc mesurer ça. Puis, on a des pouvoirs en la loi santé publique. Le ministre a des pouvoirs, la sécurité publique a des pouvoirs. Si on pense qu'une menace est très importante, qu'un groupe ne le fasse pas. On va encore probablement y aller en convainquant pour avoir un policier qui amène une ordonnance sans dire qu'on va donner des tickets puis des éléments, là. Mais si, à un moment donné, les comportements de certains individus menacent le reste de la population, je vous l'ai dit, les droits individuels ici sont très importants. On doit nourrir nos gens, on doit leur offrir un milieu sécuritaire, on doit maintenir les services essentiels contre le feu, la police. Mais des choses qui ne sont pas essentielles à la vie, qui pourraient tuer d'autres personnes, pourraient être arrêtées. Vous demandez aux gens quand même de rester le plus souvent possible à la maison, mais qu'en est-il justement? Vous avez abordé la question des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, les gens qui sont en situation d'itinérance. Est-ce qu'il y a un plan pour oui, cette situation? Tout à fait. On est très conscient que les populations vulnérables ne peuvent pas non plus, ils ne sont pas en train d'écouter les itinérants, les points de presse du Dr. Arruda, ni du premier ministre. Ils sont dans des milieux, ils vont dans des maisons. Nos services sociaux sont en train d'évaluer quelles sont les consignes qu'on peut mettre là-bas. Est-ce qu'un jour, on va les placer quelque part, dans un autre endroit, ça va être à voir. Mais déjà, on travaille avec ce qu'on appelle les refuges qui reçoivent ces personnes-là, à augmenter l'hygiène, à avoir certains comportements. Et les gens qui ont des problèmes de santé mentale sont aussi connus de notre réseau social. Ça fait partie de notre plan d'action de mesures d'urgence de la sécurité civile, d'avoir une mission service social qui s'occupe de ces clientèles-là. Et il pourrait y avoir des travailleurs de rue qui vont les rejoindre, etc. Donc oui, il y a un plan. C'est déjà en activation. Puis ça va s'accentuer à mesure que vont faire les choses et on va s'organiser pour accompagner ces gens-là à suivre les consignes. C'est un point important. Au niveau de la santé mentale, moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de revoir l'organisation de services là, à travers tout le réseau. On a parlé des hôpitaux, mais il y a d'autres choses qui se passent actuellement. Par rapport à la santé mentale, c'est sûr qu'on va favoriser des interventions téléphoniques. Hein, il y a des gens qui allaient au CLSC, il y a des gens qui allaient voir leurs intervenants, il y a des gens, des travailleurs sociaux qui allaient à domicile. Ce qu'on dit, et on le dit à la population, on dit aux gens qui ont des intervenants en santé mentale ou qui n'en ont pas, prenez le téléphone, appelez votre intervenant, appelez le CLSC si vous avez besoin d'une intervention, de parler à quelqu'un. Donc, tout se transforme actuellement pour garder cette distance, distanciation sociale. On fait la même chose du côté des médecins. Actuellement, là, on a eu beaucoup de discussions avec les médecins de famille et les médecins de famille sont très mobilisés, très mobilisés. Alors, dans les cliniques médicales, actuellement, si vous avez un médecin de famille, si vous avez, par exemple, des inquiétudes par rapport à votre santé, on met à part là, toute la question du coronavirus, d'autres inquiétudes par rapport à votre santé, puis où est-ce que, on appelle ça souvent les P4, P5 à l'urgence, là. Appelez votre médecin de famille. Maintenant, les médecins de famille peuvent intervenir par téléphone de façon très, très substantielle. On a tout organisé. La rémunération est là, tout le système est là et on a un engagement des médecins de famille. Alors, et ce sera peut-être aussi une infirmière, un autre intervenant dans les groupes de médecine familiale ou les cliniques médicales. Alors, les interventions vont se faire davantage par téléphone et si vous n'avez pas de médecin de famille, on a vraiment une orientation à vous donner. Appelez une clinique dans votre voisinage. Il y a des gens qui vont vous répondre. Ça pourrait être le médecin on va prendre un rendez-vous pour vous. Le médecin pourrait vous rappeler
une infirmière. Alors, les gens de la première ligne, là, des cliniques médicales et aussi des établissements, sont prêts à vous répondre. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que si vous avez voyagé, vous êtes symptomatique, vous avez des inquiétudes, vous appelez le 877 ou vous avez eu un contact avec une personne qui a voyagé. Et là, on va transférer au 811 s'il y a besoin de dépistage. Mais si vous avez un autre problème de santé et que vous seriez allé dans une clinique médicale ou peut-être même à l'urgence, comme on a parlé beaucoup dans le passé, appelez votre médecin ou appelez, si vous n'avez pas votre clinique, une clinique du voisinage où vous êtes. On va vous répondre. Patrice Bergeron, la presse. Oui. Permettez-moi d'interrompre. J'aurais une information que je voudrais dire qui est importante. Le Web est porteur de choses extraordinaires. Le Web est aussi porteur de choses qui sont tout à fait fausses. Je vous invite à consulter les sites Web des autorités officielles, ici ou ailleurs. La distanciation sociale qu'on demande aux gens, c'est pas une distanciation sociale par Web, c'est physique. Mais le Web nous permet de rester en contact avec nos familles, qu'ils soient ici ou ailleurs dans le monde. Il y a des initiatives que les jeunes font. J'ai participé hier à une émission Web, là. Donc, soyons créatifs. Adoucissons cette période par toutes sortes d'initiatives. Écoutez de la musique, profitez de faire de la lecture. Moi, la musique est essentielle à ma vie. À chaque jour, j'ai une chanson thème dans ma tête qui roule. Donc, j'invite aussi à ce qu'on soit positif dans cette période, qu'on retire de cette chose des opportunités pour nous tous comme société. Alors, j'invite tous les créateurs à utiliser ce moyen-là pour qu'on reste une société en contact. Dans les faits, nous serons isolés chez nous. Il faut s'occuper de ceux qui n'ont pas le Web, etc., mais nous ne serons jamais aussi en lien les uns les autres par des communautés virtuelles. Merci. Monsieur Bergeron. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. La Nodière, c'est grand. Vous le savez, il y a beaucoup de monde qui habite là. Est-ce qu'il y a des instructions particulières que les citoyens dans cette région-là devraient prendre en compte? Parce que là, il y a peut-être une inquiétude en raison du décès. Non. Les mesures qu'il y avait à prendre pour le centre de personnes âgées qui est concerné ont été prises. Donc, il n'y a pas à avoir plus d'inquiétude dans la Nodière que dans les autres régions. C'est important de le dire. Et par ailleurs, Mme McCann, il m'a été rapporté des cas, notamment dans les questions d'imagerie médicale et puis dans le fonctionnement interne des hôpitaux, que les procédures de délestage n'ont pas toujours été suivies vers les cas prioritaires et urgents. Êtes-vous certain que les consignes ont bien été reçues et qui sont bel et bien appliquées? Est-ce que vous en avez des confirmations dans les hôpitaux, dans le réseau hospitalier? Oui, la directive est très claire et c'est pour ça qu'on peut vous dire aujourd'hui, entre autres, qu'on a libéré 2300 lits. Puis on va arriver à 6 000, là, parce qu'on donne des consignes de délestage. Bon, peut-être que ça se fait à des rythmes un peu différents, là, mais la consigne est claire et ça va être fait à travers tout le Québec. Tout le Québec. Alors, peut-être qu'il y a un petit peu d'écart là, en termes de durée, mais la consigne est claire. On délaisse tout ce qui n'est pas urgent. Tommy Chouinard, la presse. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Il y a un de vos anges gardiens, le président de l'Association des anesthésiologistes, qui fait l'inventaire des lits de soins intensifs, des ventilateurs, qui regarde les projections et qui dit, en regardant les deux, que ça ne marche pas. Est-ce qu'il est réaliste ou alarmiste? Bien, j'ai demandé qu'on lui parle, là, mais peut-être qu'il peut y aller, Daniel. Bien, écoutez, nous, j'en parlais dernièrement, là, je pense que c'était hier d'ailleurs, qu'on a fait les scénarios, là, puis on s'appuie sur des données quand même qu'on a de la santé publique. On suit la situation là, dans les autres pays. Puis là, ce qu'on dit aujourd'hui, on a 1000 lits de soins intensifs. On est capable d'en libérer 20 en délestant la chirurgie élective, là, puis là, on est en train de faire ça. Et en plus, on a 2300 lits libérés maintenant, en plus. Alors, ça, on peut transformer ces lits-là aussi en soins intensifs là, avec certains équipements. Alors, moi, je vous dirais là, qu'avec les scénarios qu'on fait, on est capable de donner des soins intensifs avec les scénarios qu'on fait pour la population qui en aura besoin. Maintenant, on va continuer de parler des 200 000 anges gardiens, là, tous ces travailleurs de la santé qui sont au front contre la pandémie. Monsieur le Premier ministre, pour que ce soit clair, excluez-vous un décret pour arriver avec les conditions de travail pour 3 ans pour ces travailleurs-là? Et pourquoi toute cette soudaine stratégie? OK. Bon.
Ce que j'ai dit aux représentants syndicaux dimanche, puis là, il y a un suivi qui est fait par l'équipe de Christian Dubé, c'est que je veux regarder toutes sortes de manières de bonifier les conditions de travail du personnel de la santé. Toutes sortes de manières. Puis honnêtement, là, je vais arrêter là. Ça va se faire dans des discussions avec les représentants syndicaux, mais il y a un seul objectif, bonifier, rassurer. C'est ça qu'on veut faire. On veut que le personnel de santé se préoccupe pas de la prochaine négociation, qu'il se préoccupe des patients, puis qu'on regarde pour bonifier leurs conditions de travail. Michel Sioui, Le Devoir. Bonjour à vous trois. Il y a des employés du secteur de la santé qui ont peur d'être contaminés ou de contaminer d'autres personnes. Quelles conditions, quels symptômes peuvent exempter des travailleurs de la santé de se présenter au travail? Je pense à des gens immunosupprimés ou des gens qui ont certains symptômes et qui ne reviennent pas de l'étranger, par exemple. Bien, écoutez, je pense que les directives qui existent déjà dans le réseau s'appliquent à ce moment-là, mais on est probablement plus strict maintenant. Puis peut-être que le docteur Arruda voudrait s'exprimer là-dessus, mais c'est sûr que si on revient de voyage, on a des symptômes, c'est clair, ou on a été en contact. Et si on a, par exemple, des symptômes d'influenza, bien, c'est probablement mieux de ne pas aller au travail parce qu'effectivement, c'est préférable. Mais il y a peut-être d'autres indications, Dr Arruda, pour l'ensemble de la population comme pour les travailleurs. Il faut comprendre que les principes généraux, c'est on veut protéger à la fois les patients de la maladie qui pourrait être transmise par un médecin ou une infirmière ou quelqu'un et le personnel de la santé. OK? Actuellement, notre gestion, elle est faite dans une perspective de respecter ces éléments-là. Par contre, comme professionnel de la santé, dans notre code déontologique, on doit traiter des patients. Ce qu'on va faire, c'est prendre toutes les mesures pour les protéger au maximum. Et si quelqu'un a des conditions particulières, par exemple, est immunosupprimé ou etc., on peut les réaffecter à une autre tâche. Mais c'est clair que le système de santé est un service essentiel qui va fonctionner au ralenti dans le sens où on va délester des choses, mais à chaque fois, on va prendre des mesures avec ces principes-là. Protéger et utiliser les bonnes choses. Ne pas exagérer sur les choses qui font pas, parce que la peur, elle est normale. Elle est normale chez tout le monde. Les gens, même les médecins, on peut avoir peur de traiter, surtout s'ils ne se sentent pas protégés. Et c'est pour ça. Oui, allez-y, mais j'ai dit mon message, oui. Parce que rentrer dans des détails, c'est des cas individuels. Chaque cas est individuel et est analysé. Oui. Mais ce que je veux vous dire aussi là-dessus, c'est que dans chaque établissement, il y a un bureau de santé. Exactement. Il y a un bureau de santé où les employés peuvent se rendre, appeler, et on a tout ce qu'il faut pour bien les informer, bien les protéger, et dans les circonstances que vous avez invoquées. Et évidemment, on a revu tout ça. Donc, moi, j'invite les employés qui se posent des questions à appeler leur bureau de santé. Pourquoi cet appel au lieu de culte, M. Legault, dans le contexte où les églises catholiques sont fermées depuis un bon moment déjà? Parce que des lieux de culte pas catholiques qui sont encore ouverts, puis on doit les fermer. Maintenant, il y a plusieurs questions par courriel et le temps nous manque, donc je ne pourrais pas toutes les poser, mais une qui est la même pour Jocelyne Richer de la presse canadienne et Mathieu Dion de Radio-Canada. Qu'est-ce qu'on fait avec les milliers de travailleurs saisonniers là, étrangers qui devaient bientôt arriver au Québec? Est-ce qu'on peut permettre des exceptions, le cas échéant, est-ce qu'il faudrait prendre des mesures sanitaires particulières? OK. J'ai discuté de ce point-là avec M. Trudeau, avec Mme Freeland. L'objectif du gouvernement fédéral, c'est de permettre à tous les travailleurs temporaires étrangers qui ont déjà un emploi prévu ici, d'entrer ici. Donc, ça, c'est clair. Évidemment, il y a des exceptions. Par exemple, si on parle d'agriculture, le Guatemala a comme fermé ses aéroports pour ses vols commerciaux. Mais si, par exemple, une compagnie québécoise, canadienne, nolisait un avion pour aller chercher des personnes là-bas et les amener ici, le gouvernement fédéral serait d'accord pour les accueillir. C'est important, il faut le comprendre, là, parce que si on regarde tous les fruits et les légumes, on importe beaucoup l'hiver, mais l'été, on produit ici.
Puis, il y a quand même une grande partie de la production qui est faite par des travailleurs temporaires étrangers. Puis, je sais, là, puis je veux en profiter pour rassurer les agriculteurs là, qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont inquiets. On est en train de faire une entente là, qui va marcher avec le gouvernement fédéral pour que ces travailleurs-là puissent venir faire le travail qu'ils font actuellement durant l'été. Une dernière de Geneviève Lajoie du Journal de Québec. Semble-t-il qu'il y a au moins une centaine de travailleurs qui ont refusé de travailler hier sur le chantier du REM en raison du manque de mesures d'hygiène puis la trop grande promiscuité là, des ouvriers sur les chantiers, notamment dans les roulottes. Alors, comment pouvez-vous rassurer les travailleurs de l'industrie là, de la construction qui sont inquiets? J'ai demandé au ministre du Travail, Jean Boulet, de rencontrer les représentants de la construction, entre autres ceux qui sont sur le chantier du REM. Puis on me dit que tout est réglé. Donc, on s'est assuré qu'il y avait des mesures de précaution qui seraient prises, mais le problème est réglé. Maintenant, en anglais, Phil Autier de Gazette. Good day. We have a first death, and many people are very worried and anxious and scared. I wonder if you could give your message in English for. Alors, pourriez-vous donner votre message en anglais, s'il vous plaît? Il y a eu des perturbations dans la vie des gens et vous sentez l'anxiété qui circule. Réponse. Oui, j'aimerais dire à tous les Québécois et toutes les Québécoises qu'il y a beaucoup d'anxiété dans notre société en ce moment. Bien sûr, nous avons un premier décès parmi nous, dans la région de Lanaudière. Nous nous sommes déjà assurés que toutes les personnes qui avaient été en contact avec cet individu, cette femme, sont au courant et que toutes les précautions sont prises pour leur sécurité. Je répète, il est très important que nous puissions respecter les consignes et les directives, les règles, si vous le voulez, qui sont en place. Par exemple, toujours se tenir à au moins 1 mètre, préférablement 2 mètres des autres. Et pour toute personne de plus de 70 ans, restez chez vous. Restez à la maison. Si vous êtes seul à la maison, il n'y a pas de risque. Le risque est 0. Donc, ne paniquez pas. Le réseau de santé est prêt. Maintenant, nous n'avons que 6 personnes qui ont besoin d'être hospitalisées et nous avons déjà 2300 lits qui attendent au cas où, si jamais nous devions installer dans ces lits des patients de la COVID. Donc, l'équipement est en place. Nous allons accélérer le rythme, la cadence des tests à 3000 par jour. Donc, tout est en place, mais il est important aussi de respecter les règles. Question pour M. Arruda. Il y a beaucoup de confusion autour des masques. Vous dites que les masques sont inutiles, n'est-ce pas? Réponse. Les masques sont très importants en contexte de soins de santé. Le masque ne va pas vous protéger dans la communauté, car vous allez toucher un masque, vous allez oublier de vous laver les mains. Et la seule chose qu'il faut se rappeler, si vous n'êtes pas dans un milieu de soins, si vous êtes malade, un masque, et si vous êtes malade avec la COVID-19, dans les soins de santé, on va vous offrir un masque pour ne pas contaminer les autres. Donc, quand vous le mettez avec tous les protocoles nécessaires, c'est bon. Mais les gens qui l'utilisent, ils ne font pas ce qu'il faut. Ils vont toucher souvent le masque, ils vont le replacer, ils vont se toucher les yeux. Alors, le personnel soignant, les patients, oui, mais se servir d'un masque en soi donne une fausse impression de sécurité. Et je crois qu'il y a plus de risques de porter un masque que de ne pas le porter quand on lave les mains et qu'on comprend comment le virus se transmet. Je m'en vais au métro, j'ai touché à tout,
quand j'arrive à mon bureau, je lave les mains. Donc, le virus que j'aurais pu attraper dans le métro n'est plus sur mes mains. Mais si j'ai un masque, je pense être protégé, je touche à des objets, et là, je me touche le visage, et voilà, le tour est joué. C'est fini. Donc, je l'explique d'une façon claire pour que les gens comprennent. Avez-vous vu quelqu'un porter un masque dans la communauté et l'utiliser selon un protocole? Mais non! Les gens, c'est dérangeant, un masque. Vos mains seront parfois portées plus souvent au visage quand vous portez un masque. Donc, c'est une fausse impression de sécurité que de porter un masque dans la communauté. Question. Hier, vous avez envoyé votre message à la jeunesse. Vous venez de dire que la bataille va être longue, peut-être difficile. Que dites-vous à votre génération, les boomers qui ne respectent pas les règles? Les baby boomers ne semblent pas respecter les règles. Les gens de votre génération, Monsieur le Premier ministre. Réponse. Écoutez, on a une preuve de l'importance. Nous avons un décès au Québec. Et nous pensons que cette personne qui est décédée avait rencontré quelqu'un qui revenait de voyage. Donc, c'est très dangereux. Je suis très content de voir les sportifs, les artistes, Sugar Sammy, entre autres, et d'autres, qui disent aux anglophones, aux francophones, aux allophones, à tout un chacun, s'il vous plaît, respectez les règles. Il faut continuer, ce n'est pas terminé. Je pense qu'on a bien travaillé hier avec tous ces artistes, mais il nous faut continuer. J'ai besoin de vous aussi. Si vous avez 70 ans ou plus, restez chez vous, restez seul. Et si vous vous rendez, visitez quelqu'un et qu'il y a une personne qui a 70 ans ou plus de présente, restez à 2 mètres de la personne. Alors voilà, mesdames et messieurs, le message est très, très clair aujourd'hui du premier ministre François Legault, du docteur Arruda. Essentiellement, c'est ne vous découragez pas. Oui, nous allons vous donner des mauvaises nouvelles à 13 heures à tous les jours. Les choses vont sembler